Bonjour à toutes et bienvenue sur le podcast Éclosion par Hygiène de Vie. Le podcast qui t'invite à te replonger dans ta nature féminine, à mieux comprendre ton corps sacré et à t'y reconnecter. Je suis Alexandra, naturopathe spécialisée en santé féminine. Après de longues années endormie, distante de ma nature profonde et privée de mon cycle, j'ai enfin laissé éclore la fleur en moi. Avec ce podcast, je te donne des outils simples, réalistes et accessibles, des conseils et astuces pour reprendre ta santé en main afin de retrouver vitalité et mieux-être. Vagin, utérus, contraception, mais aussi pathologie du cycle féminin et ragnagna sont mes dadas. Je te donne rendez-vous chaque semaine pour un moment en toute simplicité, frais et 100% naturel. Si ce podcast te plaît, aide-moi à le faire connaître auprès d'autres femmes qui en auraient besoin en me laissant une note 5 étoiles sur Apple Podcast et en le diffusant sur les réseaux sociaux. Arrêtons de nous mettre dans une case, apprenons plutôt comment nous fonctionnons et éveillons-nous à l'écoute de nos besoins pour retrouver notre juste équilibre. Es-tu prête à éclore ? Mets-toi à ton aise, installe-toi confortablement et c'est parti pour ce nouvel épisode. Belle écoute! Hello, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle série, ou plutôt hors-série spéciale microbiote intestinal. Un hors-série de 5 épisodes au cours desquels j'ai eu le plaisir d'échanger avec Emmanuelle, experte du microbiote intestinal chez Naïbou. Mais qu'est-ce que Naïbou ? Alors Naïbou, c'est une société rennaise spécialisée dans l'analyse et la compréhension de notre intestin et même de nos intestins. Grâce à Naïbou, tu peux tester en toute autonomie la santé de ton microbiote intestinal, sa composition et identifier une éventuelle dysbiose intestinale. Ce test permet de valider ou d'invalider certaines pistes et rend les conseils prodigués par les professionnels de santé et les praticiens comme les naturopathes, les diététiciens ou encore les nutritionnistes plus précis et surtout plus adaptés à la personne. Si tu es fidèle au podcast depuis quelque temps, tu as dû d'ores et déjà comprendre que nos intestins jouent un rôle central sur notre santé en général. Le système immunitaire, santé émotionnelle, cycle menstruel et j'en passe. Bref, nos intestins se cachent un peu partout. Le microbiote intestinal te semble complexe, tu n'y comprends peut-être pas grand-chose. Eh bien sache qu'à la fin de ce hors-série dédié à nos intestins, ton microbiote intestinal n'aura plus de secrets pour toi et tu auras des pistes d'action concrètes à mettre en place en toute autonomie. Pour ce premier épisode, nous allons planter le décor en répondant à la question suivante. Comment le microbiote intestinal protège-t-il notre organisme ? C'est parti ? Allez, je te laisse rejoindre ma conversation avec Emmanuelle. Belle écoute ! Bonjour Emmanuelle. Bonjour. Bienvenue sur le podcast Éclosion par Hygiène de Vie. Merci. Je suis vraiment très contente de t'accueillir et d'accueillir une experte du microbiote ici. Alors nous sommes au premier épisode de ce hors-série spécial microbiote intestinal. Donc par conséquent, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, commencer par prendre quelques petites secondes, voire minutes, pour te présenter un peu plus, afin que nos auditrices sachent un peu plus qui se cache derrière les conseils qu'elles vont entendre sur cet épisode et les prochains. Oui, bien sûr. Alors je suis Emmanuelle Le Commandeur, je suis responsable recherche et développement chez Naïbou. À l'origine, je suis diététicienne. J'ai fait mon DUT de diététicienne il y a bien longtemps maintenant. Ensuite, j'ai fait des études en nutrition humaine et santé. Et puis, je suis partie en Angleterre faire un doctorat en biochimie. J'ai travaillé un petit peu dans la recherche. Et puis, me voilà maintenant chez Naïbou, où je suis un petit peu responsable de tous les projets scientifiques, de la formation des professionnels de santé et de certains de nos partenaires. Alors, c'est une grande première sur le podcast, puisqu'il faut noter que Naïbou se situe dans notre chère région bretonne, le siège est à Rennes. Et jusqu'à présent, vous avez entendu des épisodes en duo, plutôt enregistrés à distance, malheureusement. Mais aujourd'hui, nous sommes en direct, puisque nous sommes en Bretagne toutes les deux. C'est vrai. Nous sommes, comme je disais, au tout début de notre hors-série. Alors, je te propose de commencer par le commencement et petit à petit...
Pourrais-tu expliquer ce que l'on entend par microbiote intestinal ? Oui, alors tu fais bien de préciser intestinal parce qu'effectivement il y a plusieurs microbiotes. Donc il y a un microbiote buccal, un microbiote vaginal, intestinal, pulmonaire, il y a de nombreux microbiotes. En fait, le microbiote, c'est un écosystème et c'est un ensemble de micro-organismes qui vit dans un environnement donné. Donc le microbiote intestinal, ça va être l'ensemble des micro-organismes, donc ça peut être des virus, des bactéries, des champignons, par exemple, qui vivent dans notre intestin, donc au sein du tractus digestif, de l'estomac au côlon, sachant que la concentration croît depuis l'estomac jusqu'au côlon. Donc il y a beaucoup plus de micro-organismes dans le côlon que dans l'estomac, par exemple. Donc en fait, on parle de milliards de micro-organismes, enfin de centaines de milliards même, de micro-organismes qui résident dans notre intestin. Et il y a beaucoup plus finalement de bactéries, de micro-organismes qui constituent notre intestin que de cellules finalement dans le corps. Oui, c'est ça. C'est vraiment des chiffres qui donnent le vertige. Il y a énormément de bactéries et c'est vrai que c'est des choses qu'on ne voit pas parce qu'elles sont à l'intérieur et puis c'est des bactéries donc c'est invisible à l'œil nu. Mais c'est très très important en termes quantitatifs et en termes aussi de rôle sur l'organisme. Du coup, on comprend bien quand tu expliques ça à quel point le microbiote de manière générale et notamment le microbiote intestinal qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui va influencer notre santé dans sa globalité. On parle beaucoup, notamment de plus en plus de relations cerveau-intestin, mais il n'y a pas que cette relation cerveau-intestin. Mais justement, à partir de quel âge s'acquiert le microbiote ? À quel âge devient-il finalement aussi définitif en quelque sorte ? Oui, alors il s'acquiert du coup tout au long, à partir de la naissance en fait. Donc selon le mode de naissance, par césarienne ou par voie basse, le microbiote qui va débuter avec le bébé va être différent. Ensuite, selon le mode d'allaitement, selon la diversification alimentaire, tout ça, ça va moduler, en fait, former le microbiote. Et on dit qu'il est à peu près stable aux environs de 3 ans. 3-4 ans, mais 3 ans en général, on dit que c'est stable. Sachant que bien sûr il y a une partie qui se module tout au long de la vie selon notre mode de vie. Est-ce que le microbiote de la maman, hormis les conditions d'accouchement et d'allaitement, va aussi influencer le microbiote de l'enfant ? Oui, parce que donc lors de l'accouchement, effectivement, il y a des bactéries qui vont se partager, cutanées et puis fécales et puis vaginales. Mais également, en fait, la nourriture de la maman en fait, c'est la maman qui choisit la nourriture, enfin, qui choisit. Pas forcément selon l'allaitement, mais quand on diversifie, qui choisit plus ou moins ce qu'elle va donner au bébé. Donc, en fait, c'est ça qui va moduler le microbiote du bébé. D'accord. Et alors, je reviens juste un petit peu sur la question. Moi, quand je parlais du microbiote de la maman, est-ce que vraiment la flore intestinale de la maman, les bactéries qui constituent la flore de la maman vont être en partie transmises de manière un peu génétique, par exemple, à l'enfant, ou c'est vraiment l'enfant qui, justement, à travers l'alimentation de la maman pendant la grossesse et le reste de sa vie, va lui-même former son propre microbiote ? Alors, il y a encore des recherches sur ça. Parce qu'en fait, le consensus, c'est que le bébé naît avec un tube digestif plus ou moins stérile, sachant qu'il y a des recherches qui prouveraient qu'il y aurait déjà des micro-organismes avant même la naissance. Donc là, il y aurait effectivement un mode de transmission, peut-être entre la mère et le bébé, qui serait pas au moment de la naissance. Donc là, c'est quand même encore sujet à débat. Est-ce que c'est plutôt transmis par l'environnement, mais est-ce qu'il y aurait des transmissions avant la naissance ? Ça, c'est quelque chose qui est actuellement en état de recherche. Ouais. D'accord. Donc ça voudrait dire qu'une pathologie digestive de la maman, aujourd'hui on ne sait pas si elle va être transmise à l'enfant. Non, en tout cas pas au niveau du microbiote. D'accord. Tu as dit que le microbiote devenait plus ou moins stable à l'âge de 3 ans, mais qu'après il y avait également pas mal de facteurs qui allaient influencer son évolution tout au long de notre vie. Justement, quels éléments de notre vie, que ce soit alimentaire et autres, peuvent influencer la construction de notre microbiote intestinal ? Alors il y a déjà des événements qui sont majeurs pour le microbiote, c'est la prise d'antibiotiques, bien sûr qui est très souvent nécessaire, mais qui est parfois donnée en excès. Et ça en fait ça va affecter la flore intestinale puisque les antibiotiques détruisent des bactéries, mais pas seulement des bactéries néfastes, elles peuvent aussi s'attaquer aux bactéries amies. Donc ça peut réduire la diversité, donc le nombre d'espèces différentes que l'on a au sein du microbiote intestinal.
Donc ça, c'est vraiment un gros facteur qui est aussi difficile de contrôler, puisque bien sûr, si le médecin prescrit des antibiotiques, en général, on les prend. Et en général, c'est pour le meilleur. Hein. Il faut prendre des antibiotiques quand ils sont prescrits par votre médecin. Mais c'est vraiment un gros facteur. Donc le nombre de traitements antibiotiques que les gens ont reçus, et surtout justement au moment de la formation du microbiote, donc pendant l'enfance, ça va vraiment influencer le futur du microbiote. Ensuite, il y a tout ce qui est alimentation. Parce qu'en fait, nos bactéries se nourrissent de ce qu'on leur amène par l'alimentation, donc ce que l'on ingère. Donc, ce mode d'alimentation, ça va vraiment influencer la composition du microbiote, puisque le microbiote s'adapte à ce qu'on lui apporte, en fait. Donc, il va vraiment vivre en symbiose avec nous et s'adapter à ce qu'on ingère. Donc ça, c'est une grosse partie de la modulation de la composition du microbiote. Ensuite, il y a aussi le stress, par exemple. Ça peut réduire la diversité bactérienne, ça peut altérer la composition du microbiote, et puis tout ce qui est activité physique, à l'inverse, ça va favoriser un bon microbiote, sa diversification et puis la présence de bactéries bénéfiques. Il y a aussi la consommation de tabac et la consommation d'alcool qui sont néfastes pour le microbiote. Donc en fait, c'est un peu des règles d'hygiène de vie qu'on a adaptées pour nous, et on comprend maintenant que c'est en fait aussi bon pour les bactéries qui habitent dans notre intestin. Et pour les auditrices qui sont fidèles au podcast, eh bien vous avez... je pense identifier les différents piliers d'hygiène de vie dont on parle en naturopathie, effectivement. Il y a l'activité physique, l'alimentation, les émotions. Mais du coup, on a également, nous, le sommeil en pilier d'hygiène de vie. Est-ce que la qualité du sommeil va aussi influencer la diversité ou en tout cas la qualité de notre microbiote intestinal? Oui, alors c'est justement dans les deux sens, parce que tu parlais tout à l'heure de l'axe intestin-cerveau. Le microbiote influence le sommeil et le sommeil influence le microbiote. Il y a eu des études qui ont été faites sur des gens qui étaient en jet lag, qui revenaient de longs voyages en avion, et leur microbiote était largement perturbé pendant plusieurs jours. Et également des animaux et des humains qui subissent des pertes de sommeil parce qu'ils ont des examens, parce qu'ils sont stressés, parce qu'ils peuvent pas dormir physiquement. Ça altère leur microbiote également. Donc c'est vraiment un dialogue, mais le sommeil, ça joue beaucoup sur le microbiote, oui, je l'avais pas mentionné. Ouais. Alors je reviens sur la notion d'activité physique. Tu disais que c'était plutôt un facteur bénéfique pour notre flore intestinale. Alors effectivement, c'est un fort pilier d'hygiène de vie. On prône plutôt la mise en mouvement régulière, voire quotidienne. Cependant, il y a quand même des extrêmes à ne pas atteindre, notamment comme pour les pros du sport, vu qu'une activité physique intense, très intensive, je parle, peut aussi avoir des effets néfastes sur la santé, notamment par exemple on parle d'acidification des tissus et également de troubles digestifs pour les personnes qui ont vraiment une activité intense. Est-ce que toi tu as déjà pris connaissance d'études qui mettaient justement en avant cette relation entre activité physique intense et variété, diversité, qualité de la flore intestinale? Oui, alors il y a certaines études qui ont été faites sur des personnes qui pratiquaient des arts martiaux et des rugbymen, et il semblerait pour l'instant que ça affecte la diversité. On ne sait pas complètement comment, ça serait en bien en fait pour l'instant, sachant qu'il y a des études qui sont un peu contradictoires. Et en fait, ce qui est intéressant de découvrir maintenant, tu le disais justement, il y a beaucoup de sportifs qui souffrent de troubles digestifs. Donc ça va vraiment être intéressant de comprendre comment leur microbiote est affecté. Alors il n'y a pas que le microbiote qui régule la digestion, mais c'est une grande partie. Donc ça, c'est vraiment un pilier de la recherche actuelle. Et d'ailleurs, chez Naibou, on fait une étude sur le microbiote et le sport pour essayer de comprendre en fait le mécanisme, comment le microbiote va influencer la performance, les demandes énergétiques, l'utilisation de différents substrats quand on pratique un sport de haut niveau et de plus faible niveau. Donc ça, on fait cette étude avec un laboratoire rennais qui s'appelle M2S, et puis en partenariat avec 2 équipes de sport, le Stade Rennais, donc des footballeurs de haut niveau, et Sojason Espoir, qui est une équipe cycliste de haut niveau également, pour essayer de décortiquer comment le microbiote influence sur la performance sportive. Et j'espère aussi découvrir justement des pistes pour améliorer la qualité de vie des sportifs. Alors c'est pas nécessairement de très haut niveau, il y a même des coureurs, oui, tu sais, des marathoniens ou des gens qui font des trails, des choses comme ça, qui ont beaucoup de troubles intestinaux, ou même des cyclistes de moyen niveau en fait, qui souffrent. Donc il y a beaucoup de choses encore à découvrir sur ce sujet. Ouais. Pour les personnes que ça intéresse, ce sujet entre digestion et sport, j'ai fait déjà un épisode en compagnie d'une diététicienne qui se spécialise dans l'accompagnement des sportifs justement. Donc on a dédié un épisode sur, en tout cas, la nutrition du sportif, avec les connaissances actuelles en tout cas.
Alors là, on a vu quels sont les facteurs pouvant influencer la qualité de notre microbiote. À l'inverse, qu'est-ce que le microbiote intestinal peut-il influencer dans notre corps ? En gros, quels sont les impacts du microbiote sur la santé ? Alors le microbiote a de nombreux impacts. Alors le premier, ça va être l'impact digestif. Je dis le premier parce que c'est le plus évident, mais c'est pas nécessairement, je les classe pas par ordre d'importance, mais ça va nous permettre d'extraire plus de calories de notre alimentation, ça va nous permettre de fermenter des choses qu'on peut pas digérer autrement. Donc le microbiote, il a vraiment un rôle important pour la digestion. Il joue un gros rôle dans le développement de nos tissus, justement des tissus musculaires, mais pas que, des tissus neuronaux, des choses comme ça. En fait, ça participe à construire notre corps, donc c'est très important d'avoir un bon microbiote. Ça participe également à l'immunité. Il faut savoir que y a énormément de cellules immunitaires qui se trouvent associées à notre intestin, et le microbiote va permettre de les réguler. Il envoie également des signaux pour constamment stimuler notre système immunitaire. Donc il y a vraiment des cascades de signaux qui partent du microbiote pour réguler les défenses immunitaires. Donc ça, c'est un rôle qui est très important. Et il y a également une fonction sur l'axe intestin-cerveau dont on parlait tout à l'heure. Donc tout ce qui est régulation du stress, du sommeil, régulation des capacités cognitives. Il y a beaucoup d'études en ce moment sur les troubles dépressifs majeurs, sur l'anxiété, qui montrent que le microbiote a vraiment un rôle important à jouer sur ça. Donc il y a vraiment une autoroute dans les deux sens, en fait, un axe à double sens entre le microbiote et notre santé générale. Et c'est vraiment un dialogue constant, en fait, puisque le microbiote, c'est notre compagnon de vie, en fait, et il nous aide, il s'adapte et il nous aide à fonctionner. Ouais. On parle de bon ou de mauvais microbiote intestinal dans le langage commun, disons. En gros, lorsque l'on dit mauvais, c'est plutôt pour signifier qu'il y a ce qu'on appelle une dysbiose intestinale. Autrement dit, un déséquilibre de la flore intestinale. Est-ce que tu pourrais nous expliquer avec tes propres termes ce que signifie la dysbiose intestinale ? Oui, alors une dysbiose intestinale, c'est quelque chose qui se passe et qui affecte la composition du microbiote intestinal. Donc il y aurait une surpopulation de potentiels pathogènes, de bactéries qui ne sont pas forcément bénéfiques mais plutôt néfastes. Et à l'inverse, il peut y avoir une perte de certaines bactéries qui sont installées dans notre intestin et qui nous aident à fonctionner, à bien fonctionner, donc des espèces bénéfiques. Et en fait, cette dysbiose, elle peut aussi être liée à une perte de diversité. Et c'est vraiment une rupture de la symbiose en fait entre l'hôte et ses bactéries intestinales. Donc c'est pas seulement des changements compositionnels, mais ça va être également une perte de dialogue un peu entre le microbiote et son hôte. D'accord. Est-ce qu'une dysbiose intestinale est définitive ? Non, une dysbiose n'est pas définitive, puisque justement tous ces facteurs dont on parlait tout à l'heure peuvent influencer la composition du microbiote, donc ils peuvent nous aider. On peut jouer sur ces facteurs pour améliorer la composition du microbiote. Il y a également des dysbioses qui sont dues à des excès de stress, des choses comme ça, et justement pouvoir réguler le stress, le sommeil, sa vitalité, ça va permettre de réguler tout ça. Il y a des dysbioses qui sont aussi présentes chez des personnes obèses ou chez des personnes qui souffrent de certains troubles ou de maladies. Mais cette dysbiose, elle peut aussi être prise en charge, en fait. Ça fait partie vraiment du mécanisme de la maladie. C'est pas forcément une cause ou une conséquence, c'est peut-être juste un cercle vicieux ou qui peut peut-être devenir plutôt vertueux pour aider la personne justement à aller mieux. Donc en fait, c'est une prise en charge de la dysbiose qui pourrait peut-être permettre d'aider le reste, en fait. Alors, j'en suis sûre qu'il y en a plein, et qui n'a jamais souffert d'un peu de ballonnement, un petit mal de ventre, une petite crampe ou des choses comme ça, après un repas par exemple. Donc, il y a peut-être vous qui nous écoutez en train de dire, mais est-ce que je souffre d'une dysbiose intestinale ? Pour toutes ces personnes qui se posent la question, est-ce que tu aurais 1 ou 2 ou peut-être 3 critères qui pourraient donner la puce à l'oreille, enfin mettre la puce à l'oreille à nos auditrices qui nous écoutent quant à une éventuelle ou non dysbiose intestinale ? Alors là, c'est la question piège, c'est un niveau difficile parce que justement, il y a beaucoup de choses qui peuvent signifier qu'il y a une dysbiose. Je pense que la principale, oui, ça va être effectivement des troubles intestinaux récurrents, pas forcément quand on a trop mangé, quand on a abusé de quelque chose et qu'on a mal au ventre. Bon, c'est peut-être juste une conséquence à court terme, mais si ce sont des troubles intestinaux qui reviennent régulièrement, des diarrhées, des constipations, des maux de ventre, des ballonnements, oui, peut-être qu'il y a quelque chose qui va pas au niveau de l'intestin. Mais ça peut également être des choses comme récurrence d'infections,
Je tombe souvent malade. On pense pas nécessairement que ça peut être notre intestin, mais c'est peut-être le microbiote. Il en est de même pour tout ce qui est justement baisse de morale, perte de sommeil, des choses comme ça, qui peuvent aussi être régulées par les bactéries qui peuvent être en déséquilibre. Donc il y a pas mal de signes. Peut-être, oui, le plus facile à écouter, c'est le signe digestif, ballonnement, douleur, trouble du transit. En tout cas, ce que je comprends bien, c'est aussi la notion de récurrence de ces troubles-là qui pourraient nous mettre la puce à l'oreille. Oui, parce que la dysbiose, elle met un peu de temps à s'installer, elle va pas partir du jour au lendemain. Donc en fait, si c'est quelque chose qui disparaît, c'est pas nécessairement une dysbiose, mais la dysbiose, si elle est installée et que rien ne change, elle va être difficile à résorber spontanément. Bon bah super, je pense qu'on a fait un peu le tour sur la notion de microbiote intestinal pour en tout cas ce premier hors-série introductif. Maintenant, je pense que vous savez un peu plus pourquoi en consultation naturopathie, on passe beaucoup de temps sur la santé intestinale, puisque finalement ça impacte pas mal de choses. Et justement, Naïbou, avec votre prestation, vous proposez des tests pour essayer de voir s'il y a une éventuelle dysbiose intestinale, donc ça peut être intéressant. Moi, je sais que c'est un outil que j'utilise de temps à autre en fonction de mes clientes pour valider ou non la piste de la dysbiose et derrière, justement, pouvoir apporter des conseils un peu plus spécifiques. Donc, bravo à vous, d'ailleurs, pour ce beau projet. Pour terminer cet épisode, est-ce que tu aurais une chose à partager à nos auditrices et que nos auditrices doivent absolument garder en tête? La chose la plus importante de cet épisode. Oui, que le microbiote, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais qui a une influence très importante sur notre bien-être. Donc c'est bien d'en prendre soin et de le chouchouter. C'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'est pas important. C'est ça. Eh bien écoute, je te propose que l'on se donne rendez-vous pour le prochain épisode de ce hors-série qui sera plus dédié à l'alimentation et notamment quelle alimentation devrions-nous adopter pour ne pas connaître ou en tout cas limiter cette fameuse dysbiose intestinale. Okay. Est-ce que ça te va? Très bien, je serai là. Bon à bientôt. À bientôt. Je te remercie de nous avoir écoutés jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère que mon échange avec Emmanuel t'aura donné quelques clés et surtout que la notion de microbiote intestinal te semble à présent un peu moins floue. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à nous les poser à moi ou à Emmanuel via Naïbou. Comme d'habitude, je mettrai toutes les informations mentionnées à l'écrit dans un article disponible sur mon site internet dans la section blog et podcast. Le lien est encore et toujours en description de cet épisode. Aussi, tu peux retrouver mon livre Plus jamais malade, également disponible en version numérique, dans lequel je te livre un max de conseils pour adopter une alimentation plaisante, gourmande et vitalisante, booster ton immunité et bien entendu prendre soin de ta digestion. Je te mets le lien pour en savoir plus en description de cet épisode. Et si le sujet du jour t'a plu, eh bien je t'invite 1. À t'abonner au podcast sur la plateforme d'écoute de ton choix pour être notifié de la sortie des prochains épisodes. 2. À rejoindre la communauté Hygiène de Vie en t'inscrivant à ma newsletter que tu trouveras sur mon site internet. Et 3. À le partager à une amie via les SMS, le mail, WhatsApp ou encore juste grâce à ta voix, puis à faire une copie d'écran de l'épisode et à la mettre en story sur Instagram en me mentionnant @alexandra_portail_naturo et en mentionnant le compte du podcast @hygiènedevie.podcast pour que je puisse te repartager et te remercier en retour. En attendant, je te donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. Ciao!